Bonjour, bienvenue sur Donut and Humans, la chaîne YouTube qui donne la parole aux acteurs business du changement positif. Aujourd'hui, je suis avec Villefranc de Richous, qui est le cofondateur de Panafrica. Bonjour Villefranc, merci d'être ici. Merci de me recevoir dans ce cadre magnifique. N'est-ce pas? Tu as vu? Alors Panafrica, on pourrait dire que c'est une histoire de basket inspirée de l'Afrique, mais je crois que ça suffirait pas et de loin à définir ton projet. Panafrica, c'est une marque éthique qui a l'engagement écologique et sociétal dans son ADN. C'est l'histoire de deux aventuriers qui partent avec aucun plan de départ, je crois. C'est ça. Avec tout leur cœur, leur instinct comme objectif pour créer du sens, une chaîne de valeurs humaines. Et puis c'est aussi depuis très peu un incubateur de jeunes marques à impact, c'est ça, WeJump. Alors j'aimerais parler avec toi de plusieurs sujets, Villefranc, si tu veux bien. Comment entreprendre autrement quand on n'a pas de formation classique? Pourquoi l'Afrique et la culture africaine? Les valeurs de Panafrica, bien sûr, et puis on finira sur l'incubateur si tu veux bien. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter aussi un petit peu l'histoire de ton associé, la jeunesse du projet, comment vous vous êtes rencontrés et comment est née l'idée? Avec plaisir, c'est un vaste programme, oui. Du coup c'est super intéressant. Déjà, merci d'avoir introduit comme ça, parce que je pense que si on m'avait demandé de résumer Panafrica en quelques mots, j'aurais pas su faire mieux, donc merci et bravo. Merci. Ouais, Panafrica, en fait t'as tout dit, parce que c'est vrai qu'au départ c'est plus une histoire humaine, et moi je le mets souvent en avant. Nous on n'avait pas d'idée business quand on a lancé Panafrica, donc pour revenir vraiment aux prémices de la marque, quand on s'est lancé, moi j'ai rencontré Hugues, qui est un de mes meilleurs amis, qui est du coup mon associé, Hugues Didier, avec qui on a monté Panafrica il y a maintenant un peu plus de 6 ans. Et on était à la fac ensemble, pour tout te dire. Après, Hugues a fait une école de commerce. Il est parti bosser sur le continent africain. Il a démarré au Sénégal, puis il est parti en Côte d'Ivoire, et après il a bossé au Congo-Brazzaville. Il faisait du financement pour les entrepreneurs africains. Du microcrédit, c'est ça? Du microcrédit, ils appelaient ça même la mésofinance, donc entre justement le microcrédit et la finance. Et il a vécu 4 belles années en Afrique. Moi, de mon côté, après la fac d'urbanisme, je me suis orienté donc du coup sur l'aménagement du territoire. J'ai bossé pour un promoteur immobilier qui s'appelle Nexity, que beaucoup de gens connaissent. J'ai travaillé pendant 5 ans pour ce promoteur, avec beaucoup de passion et je pense de belles perspectives pour moi dans ce groupe. Mais je pense qu'on est arrivés tous les deux à un moment donné avec Hugues un matin où on s'est levé, on s'est dit voilà, nos vies sont cool, on fait des choses qui sont sympas, qui sont gratifiantes, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de plus? Est-ce qu'on n'a pas besoin de donner un petit peu plus de sens à nos vies? Et du coup, le projet Panafrica est un peu monté, c'est un peu monté comme ça. On avait très envie de bosser ensemble. On avait très envie, tous les deux, qui étions plutôt dans le service, de faire quelque chose de concret. Donc le produit. Et on avait envie d'allier la question du produit à l'Afrique, parce que Hugues y était. Et on s'est dit c'est con en fait de perdre ça. Il est tombé amoureux de l'Afrique? Il est tombé amoureux, moi je connaissais aussi, lui était tombé amoureux de l'Afrique. Il s'est dit si je monte un projet avec Villefranc, c'est pas pour tout quitter ce que j'ai construit en Afrique. Donc en fait, l'un dans l'autre, on s'est dit créons un produit qui a un lien avec l'Afrique et faisons quelque chose qui nous stimule tous les matins quand on se réveille, quoi. C'était un peu ça le début de Panafrica. Et pourquoi une basket alors? Parce que vous avez commencé avec la basket, vous faites d'autres choses on a maintenant, commencé avec la basket parce qu'on s'est dit... c'était déjà... tu sais, nous parfois on est un petit peu compliqué, quoi. On s'est dit faire un t-shirt, c'est facile, tout le monde sait le faire. Donc on est allé là, en fait, où on savait que c'était plus compliqué d'aller. Parce que vous aviez en tête une basket écologique dès le début? On avait en tête une basket, en tout cas, qui avait un ADN différent. Ça, c'était le premier truc. Et deuxièmement, en travaillant en Afrique, on s'est dit, on peut pas faire un petit truc en Afrique et pas faire toute la chaîne de production. Et du coup, et toute la chaîne de valeur de la paire de baskets. Donc en fait, on s'est un peu compliqué la vie. C'est composé de quoi, une paire de baskets? De plein de choses, mais on va dire déjà sur les éléments principaux, entre la semelle, les lacets, le cuir, la toile, les œillets pour tes lacets, les semelles intérieures, extérieures, il y a beaucoup d'éléments. Il y a une vingtaine d'éléments, les cols, etc. Il n'y a rien qui se recycle. Il n'y a rien qui se recycle. Non, clairement, il n'y a pas grand-chose qui se recycle.
Et c'est tout le problème. Enfin, c'est le problème qui est venu après aussi. C'est quand tu crées une marque, comment tu fais évoluer ta marque aussi, en disant, bah ok, ce qu'on fait, c'est déjà cool. Et à l'époque, quand on s'est lancé, on était déjà un peu nouveau sur un marché qui était pas très concurrentiel, où il y avait quelques marques qui émergeaient à l'époque. Il y avait Veja qui existait déjà, mais qui était beaucoup moins connu que ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais il y avait très peu de marques, et aujourd'hui, on en voit plein émerger. On se dit, ok, comment on fait pour... on est arrivé il y a 6-7 ans, comment on fait pour... Oui, mais déjà à l'époque, déjà qu'il a fallu décortiquer cette basket pour essayer de comprendre et l'améliorer, j'imagine. Ouais, il a fallu bien travailler, parce qu'en fait, moi, comme je te le disais, Hugues bossait dans la finance. Moi, j'étais en promotion immobilière. On n'y connaissait absolument rien. On a fait dessiner une paire de baskets par une styliste qui nous a accompagnés au début. Et à partir de là, on a construit tout le projet Panafrica. D'accord. On était 2. En sourçant en Afrique, avec l'idée de sourcer en Afrique. Ouais, avec l'idée vraiment de sourcer en Afrique, en se disant c'est un continent où il y a beaucoup de savoir-faire, c'est un continent où il y a beaucoup de matières premières, souvent non transformées localement. C'est un continent où tu peux faire fabriquer ta chaussure aussi. Alors pas dans n'importe quel pays, bien sûr, je pense qu'on va en parler. Et du coup, on s'est dit, on peut essayer de construire de A à Z notre paire de chaussures là-bas. Et c'est parti un peu de ce projet-là, en se disant, essayons, quoi qu'il arrive, on n'a rien à perdre, et si on réussit ce pari-là, on aura une paire de chaussures qui a un ADN différent et qui a une histoire qui va nous permettre, nous, en tant que marque, de vraiment montrer qu'on est différent des autres, et du coup de se démarquer. Et c'est ce qu'on a réussi à faire par chance et grâce à un peu de boulot, quoi. Je t'entends souvent dire que que vous rêviez d'entreprendre différemment. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'était quoi votre constat sur l'entrepreneuriat du coup? Qu'est-ce que vous aviez envie de changer justement? Constat sur l'entrepreneuriat, c'est que c'est beaucoup de gens qui créent des marques, des business, en pensant justement business avant de penser humain, et qui pensent beaucoup business plan, etc., avant de penser au reste. Nous, on a pensé d'abord humain, on a pensé d'abord satisfaction personnelle, valeur personnelle, avant de penser à est-ce que ça va marcher ou pas, ou est-ce qu'il y a une clientèle qui va acheter mes produits. Pour tout te dire, Panafrica, on a lancé sur Ulule début 2016, on n'a pas fait un business plan, on n'a pas fait d'études marketing, on savait pas qui étaient nos clients, on s'est lancé un petit peu la fleur au fusil, comme on dit, et en fait... et la chance sourit aux innocents. Et voilà, et on s'est vraiment lancé comme ça. Donc quand je dis entreprendre différemment, c'est peut-être de remettre au cœur de l'entrepreneuriat ce qui, moi, me paraît essentiel. C'est tes valeurs, c'est de l'humain, c'est le contact, on le vit aujourd'hui, c'est toutes ces choses-là, avant même de penser, voilà, j'ai une idée, que c'est un bon business, ça va marcher, etc. Ça, pour moi, ça doit venir en second temps. Parce que sinon, je trouve que ton projet manque de profondeur, manque de valeur, manque de choses qui font, selon moi, qui peut exister vraiment sur le long terme. D'accord. Et c'est ça, justement, l'idée de l'Afrique, justement, c'était l'humain, mais aussi de créer de l'emploi localement. Vous y pensiez à ça, ou tu parles d'humain et vous étiez sur un projet en Afrique? C'était quoi comment vous alliez travailler là-bas? Est-ce que vous aviez trouvé toutes les industries qu'il vous fallait? Est-ce que vous avez dû en pousser d'autres? Tu l'as dit, le premier principe pour nous, c'était de se dire notre projet, on le construit grâce aux rencontres qu'on va faire. Et ça s'est vraiment construit comme ça. On a posé nos valises dans certains pays sans savoir qu'on allait y aller. Là, je te disais, je rentre du Ghana. On y était, c'est né d'une rencontre, et même d'une idée de notre part, il y a 4 ans, en se disant, tiens, il faut aller au Ghana parce qu'il y a tel savoir-faire. Puis aujourd'hui, on y est régulièrement parce qu'on a mis en place des choses et qu'on connaît les gens. Et dès le début de Panafrica, c'était ça. C'était des rencontres, des gens avec qui on a pu monter des projets. Alors détaille un petit peu. Détaille un petit peu. Ouais. Panafrica, je vais détailler. On travaille dans 4 pays de manière assez régulière. Le Maroc, pour le produit fini, pour la production de la paire de baskets. Le Burkina Faso, qui est un des principaux producteurs de coton en Afrique, qui est un coton très peu transformé sur place, donc il y a beaucoup de champs de coton, mais le coton est souvent peu transformé sur place, et c'est un des grands problèmes africains, c'est la transformation de la matière première localement. Or, c'est la transformation qui donne la richesse au pays. Ouais. Or, par exemple, Burkina Faso, c'est le 3e producteur en Afrique, il y a 98% de la matière du coton qui est transformé à l'étranger, en Chine, en Turquie, etc. Okay. Contrairement, c'est ce qui fait la grande force de l'Inde d'ailleurs, de pouvoir transformer sur place. Ouais. Donc nous, on va travailler au Burkina Faso avec ces 2% de coton restants pour le transformer localement.
dans une coopérative à Bobo Dioulasso. Qui existait ou que vous avez appuyé Qui existait, on a travaillé avec deux, avec une à Ouagadougou, une à Bobo Dioulasso, qui étaient des coopératives qui étaient existantes, mais qu'on a vraiment soutenues et à qui on a pu donner quand même un coup d'accélérateur. D'accord. Parce que forcément, quand tu es une marque comme Panafrica, alors... on fait des commandes qui sont quand même régulières. Maintenant. Des commandes... Maintenant. Ouais, au début, j'imagine que ça peut être au un peu début simple, c'est 3 mètres de toile par-ci c'est par-là. ça. Mais mine de rien, on a grandi assez vite. Donc, Ok. du coup, en l'espace de quelques années, forcément, ce qui était 3 mètres de tissu, ça devient 3000 mètres. Et du coup, les répercussions locales ne sont plus du tout les mêmes. Donc, au Burkina Faso, on a formé Panafrica, directement 25 femmes à peu près supplémentaires dans cette coopérative à la teinture et au tissage du coton biologique, qui est du coton qui est du coup cultivé sur place, qui est ramassé, récolté sur place, égrené sur place, transformé sur place. On en fait une toile de coton et c'est un coton qu'on réutilise sur nos paires de baskets. Et ça, c'est vraiment des fiertés. Donc il y a le Burkina Faso, on travaille avec la Côte d'Ivoire beaucoup. La Côte d'Ivoire parce qu'il y a notre principal fournisseur de tissu wax, qui est un tissu, du coup, tous les motifs qu'on connaît et des motifs assez colorés qu'on utilise beaucoup et qui donnent beaucoup l'ADN à nos produits. Donc ça, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Uniwax, qui est en Côte d'Ivoire, qui est le principal fournisseur de wax de Panafrica, avec qui on travaille depuis 5 ans, et tous les gens dont je te parle, c'est des gens avec qui on bosse depuis nos débuts, au final. D'ailleurs, parlons du wax maintenant, si tu veux bien. Moi, le wax, c'est un tissu... qui n'est pas africain à la base. Tu peux raconter son histoire c'est une histoire assez intéressante. Alors, je vais pas raconter dans le détail, mais en gros, le wax est un tissu au début qui a été importé par les Hollandais en Afrique, au Cameroun. Qui vient d'Indonésie au temps des à la colonies, base. Et qui vient d'Indonésie. En fait, ça vient initialement du batik javanais. C'est une technique d'impression sur la toile, c'est pour ça que ça s'appelle wax, à la cire. Exact. En fait, on fait en gros, pour faire simple, c'est un tissu qui est trempé dans des bains de cire avec des couleurs et qui est dans différents bains et qui donne les formes, etc. La technique ancestrale, c'est le batik, qui a été importé par les Hollandais. Les Africains de l'Ouest ont trouvé ça super beau. On réinventé ça un peu localement, donc il y avait plusieurs usines locales, sachant que les grands producteurs mondiaux sont les Hollandais, avec une usine qui s'appelle Vlisco qui est aux Pays-Bas à Helmond. Donc ça, c'est les grands producteurs mondiaux. Et les Anglais aussi, je crois qu'ils font pas mal. T'as les Anglais un peu, mais c'est vraiment les Hollandais qui sont les principaux fournisseurs. Et t'as quelques usines en Afrique. Il y en a une avec qui on bosse, donc Uniwax en Côte d'Ivoire, il y en a une au Ghana, je crois qu'il y a une usine au Cameroun encore, mais du coup il reste très peu d'usines et il y a eu beaucoup de contrefaçons, et c'est encore le cas sûr, il y en a qui viennent de Chine, de l'Asie. Sûr. Donc nous, quand on a monté Panafrica, on avait envie d'utiliser ce wax parce que c'était quelque chose de connu en Europe, qui parlait à beaucoup de monde. D'accord. Versus parce qu'il y a aussi beaucoup de tissus ethniques africains qui sont très utilisés en Afrique, qui sont très beaucoup moins connus en Europe. D'accord, c'est parce que c'était connu et d'ailleurs à la mode. Il y avait Maison Rouge aussi. Ouais, nous quand on s'est lancé, c'est vrai que on s'est lancé. Alors après, comme je te le disais au tout début, on savait pas que c'était à la mode. Nous, on s'est lancé vraiment comme ça. Mais effectivement, on a connu cette vague où le wax est devenu assez connu. D'ailleurs, notre première année, on avait été appelé par le Wooznext pour faire ce qu'ils appelaient le forum. Le grand salon professionnel de la mode. Le grand salon professionnel de la mode qui nous avait appelé en disant vous avez une super marque, on veut vous mettre sur le forum des, je sais plus comment ils appelaient ça, le forum des tendances. Il y avait tous les journalistes qui venaient, ils avaient les Panafrica au pied, là, sur les mannequins, etc. Donc nous, ça nous a vraiment permis de nous faire connaître très vite. Et c'est vrai qu'on a joui de ce boom-là, d'un tissu qui était quand même assez connu, qui est un tissu beaucoup porté par les Africains, notamment en Afrique de l'Ouest, qui est très porté, qui est très coloré, donc qui renvoie une image super positive, je trouve. Les gens qui sont en France, là, t'es un peu dans ta grisaille et tout, bah tu portes un truc en wax, tu portes des chaussures, t'as tout de suite un peu plus d'optimisme, et nous, ça fait partie de nos valeurs. Et du coup, c'est pour ça qu'on a travaillé ce tissu-là. Mais on voulait travailler ce tissu-là en se disant, allons voir des usines qui produisent localement, parce que la main-d'œuvre, au moins employée, elle est locale, ça fait vivre et ça fait tourner quand même une économie locale, et ça nous semblait important de connecter
le coton du Burkina Faso, au wax qu'on achète en Côte d'Ivoire, à notre petit atelier de production qui est au Maroc, au batik, parce que nous on travaille aussi beaucoup le batik, ce que je porte là sur mes chaussures actuellement. Ça c'est une collab qu'on a faite et c'est du batik, donc ça c'est la technique ancestrale. Ça, et c'est un tissu qu'on fait, voilà, et qu'on fait par rapport à ce que tu me posais comme question sur un peu les techniques ancestrales, quelque chose qu'on fait en Afrique, au Ghana, avec Esther. Et qu'on met en place, et ça c'est la technique ancestrale avec des vieux tampons, voilà, on est vraiment dans une démarche qui est beaucoup plus artisanale et qu'on aime bien mettre en avant aussi à travers nos collections. Donc on travaille beaucoup le wax, mais on a travaillé le batik, on a travaillé du pain baoulé de Côte d'Ivoire, c'est du tissage, on a travaillé du tie and dye avec Agnès B pour une collab, donc on travaille beaucoup de choses différentes. Ok, d'accord. J'ai regardé un documentaire sur Arte sur l'histoire du wax, le documentaire s'appelle Le Pagne africain, un art de vivre, et ils expliquent en fait que chaque motif de wax a une signification, que les femmes leur donnent une signification qui est connue de tous. C'est assez drôle en fait. Tu connais ces histoires? Ouais. Par exemple, il y en a un, ça s'appelle c'est Chérie, ne me tourne pas le dos. C'est ça, l'œil de Marival. L'œil de Marival. Alors, t'as beaucoup de choses, notamment sur la relation homme-femme. Voilà. C'est assez marrant, sur parfois le sexe, parfois ça leur permet de s'exprimer sujets dans leur mari. Et c'est vrai que c'est assez marrant. Et souvent, c'est des... Pour tout te dire, nous on les connaît, mais on les connaît pas tous les noms, parce que parfois on achète des tissus et on connaît pas forcément, alors on va demander généralement au patron d'Uniwax qui nous dit ah oui celui-là il s'appelle comme ci ou comme ça, et c'est pas les mêmes noms d'un pays à un autre. Ah d'accord. Donc tu peux avoir un nom au Sénégal qui va pas être le même au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, ça va dépendre, et souvent c'est le jour de la sortie quand c'est des nouveaux tissus, il suffit que ce soit un jour spécial, et c'est les femmes généralement qui revendent le tissu qui vont trouver ce nom-là. Et qui va rester. Après, les œils de Marival, Chérie, ne me tourne pas le dos. Des grands classiques. Ce sont des grands classiques que nous, on utilise beaucoup. Oui. Vous en parlez d'ailleurs dans le storytelling de marque? Pas trop, je crois. Pas tant que ça, J'avoue que ça m'amuserait de savoir ça. C'est vrai parfois on fait un peu des sondages, on dit est-ce que vous connaissez, on dit les noms et tout, mais c'est vrai qu'on les explique pas forcément, mais c'est une bonne idée. Tu vois, on a jamais trop eu le temps de le faire, mais ça peut être une idée. Ouais, je pense que c'est comme tu sais les bougies qui ont une senteur particulière en fait. Mais c'est vrai que en plus ça donne un peu d'histoire et de contenu à un tissu, et c'est sympa. Ouais. C'est quoi la Winglow Fashion Academy? Ah, bah ça, j'ai vu ça sur votre compte Instagram. Vous mettez très en avant vos partenariats. Nous, on adore, comme tu le sais, comme on l'a dit, Panafrica, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire d'humaine avant tout. Nous, Panafrica, ça serait rien sans tous nos partenaires. Et c'est vraiment des petites rencontres qui démarrent de rien. Winglow, en fait, c'est une femme qui tient une usine de production, parce qu'en fait, on va commencer à produire, nous, du prêt-à-porter au Ghana. Je fais un petit teasing sur ce qu'on va lancer bientôt. Et en fait, on a choisi le Ghana comme pays de production. Et la Winglow Fashion Academy, en fait, c'est une académie qui forme des jeunes étudiants à la couture pour leur donner un emploi et qu'ils puissent en vivre demain. Nous, on est beaucoup dans cette démarche-là de se dire comment, au-delà des relations commerciales qu'on a avec nos partenaires, on arrive à créer quelque chose à côté qui vient un peu boucler la boucle et qui nous permet d'être fiers de ce qu'on construit, donne un peu de profondeur à toutes nos relations, au-delà de l'aspect commercial, de vraiment dire, voilà, Panafrica, au-delà de ce qu'on fait, des t-shirts qu'on va produire à tel endroit, en fait, on œuvre aussi à un niveau donné, comme on l'a fait avec des femmes au Burkina Faso, sur l'indépendance des femmes, un sujet sur lequel on est très impliqué. Là, c'est pareil auprès des étudiants qui n'ont pas forcément l'argent pour se former, qui sont des étudiants souvent en école de design ou école de mode, et Aoura Bena qui gère la Winglow, donc l'usine, a monté un petit centre de formation. Génial. Et nous, en fait, on soutient ce centre de formation. C'est des choses qu'on ne dit pas forcément tout le temps. C'est pour ça qu'on va le dire ici. Mais en fait, on soutient financièrement ces initiatives-là qu'on trouve belles. Une partie de ton on reverse, d'affaires. Voilà, souvent c'est aux alentours généralement de 10%. D'accord. Ah oui, c'est énorme. C'est pas le pourcent de 1% pour la planète. Non, c'est souvent des sommes qui sont assez importantes. On le fait soit pour de la formation de jeunes ou de femmes, soit pour de la transition écologique des partenaires avec qui on bosse. Donc par exemple au Burkina Faso, on bossait avec Africatis à Ouagadougou, qui
teignaient le fil de coton. D'accord. Mais en fait, c'était pas de la teinture écologique. Et nous, on voulait, voilà, tu cherches toujours à t'améliorer. Et on voulait un fil écologique et on voulait une teinture écologique. Et du coup, elle nous a dit, bah ouais, mais nous, on n'a pas l'argent pour aller chercher, du coup, c'est des choses naturelles. Il faut derrière que tu aies une labellisation de ce que tu fais pour que ça soit reconnu, etc. Donc nous, on a financé tout de A à Z jusqu'au financement de la labellisation pour qu'ils puissent écrire, voilà, c'est de la teinture écologique et tout ça. Et en fait, c'est pour moi un modèle gagnant-gagnant. Tu finances des choses, mais qui vont te servir aussi. Et en même temps, tu aides... Tout le monde progresse en même temps. Ouais, tout le monde progresse en même temps. Et tu crées pas aussi quelque chose de très important pour nous, d'interdépendance entre toi en tant que marque et tes partenaires. Parce que Panafrica, c'est une marque qui grandit. Demain, on n'existe plus, ce que j'espère pas, mais demain, on n'existe plus. Je veux pas que mes partenaires avec qui on a construit quelque chose se retrouvent le bec tout d'un coup. Alors que si tu construis quelque chose d'intéressant et qu'ils ont demain la teinture écologique, ils vont être contactés par d'autres marques, ils vont être contactés par d'autres personnes, parfois des gens plus gros que nous, qui vont être intéressés par cette démarche-là. Et du coup, tu casses cette interdépendance. Et ça, c'est hyper important. Et je trouve qu'il y a aussi un autre sujet, c'est que tu casses peut-être aussi le sujet du missionnaire bienfaiteur. Ouais. Qui arrive un peu, il y a ce côté encore un petit peu... Oui, il faut effectivement... D'ailleurs, comment tu travailles ça? Comment tu te gardes à côté de cet écueil? C'est toujours un petit peu... Je pense que c'est un écueil dans lequel tu peux facilement tomber. Après, je pense que la manière dont on fait les choses, je pense de manière plutôt intelligente et avec le cœur et avec intelligence, nous évite de tomber là-dedans. Et d'ailleurs, personne nous reproche à un moment donné de co-construire une belle aventure avec Africatis, avec Winglow, avec notre partenaire au Maroc. Enfin, tu vois, c'est parce qu'on est, je pense, dans un modèle gagnant-gagnant. On n'est pas, on arrive, on donne une paire de chaussures à un enfant pauvre ou je sais pas, on aide un tel, tu vois, on est vraiment... D'ailleurs, combien d'emplois vous avez créés depuis à peu près? Tu as une idée à peu près? Indirectement, je pense pas mal. Je pense qu'on l'a pas vraiment calculé, mais une fois on avait essayé, je dirais une centaine d'emplois indirects. C'est quand même joli. Sur le continent africain, entre nos producteurs, puis ça va grossir. Ça va grossir parce que là, on est sur des nouveaux projets au Ghana, on travaille avec une nouvelle usine, même avec 2, sur des développements de nouveaux produits qui sont des nouvelles gammes de produits chez nous, qui vont forcément amener de la croissance dans la marque et qui vont faire que demain, aujourd'hui, où tu as 20 personnes sur une ligne de production de prêt-à-porter, par exemple, tu peux vite passer à 40 ou 50 si le truc marche. Donc ça, c'est vraiment cool, quoi. Oui, mais qu'est-ce que tu penses du fait... Est-ce que tes produits sont vendus localement? Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'il ne le soit peut-être pas parce que trop cher ou... Ça, c'est une vraie question. On a essayé un peu. Localement, on vend... Je crois qu'on ça plaît localement? Ça dépend les pays. D'accord. Encore une fois, l'Afrique, c'est 54 pays. Ouais. C'est un continent qui est énorme. Disons Ghana, Côte d'Ivoire... On a vendu au Maroc, on a vendu au Kenya, on a vendu sur l'île de Mayotte. On a vendu à Abidjan. D'accord, donc c'est quand même porté... Okay. On a vendu, ça se vend bien, plutôt bien. On a vendu dans différents types de choses. Il faut savoir que nous, notre produit sur le continent va être plutôt placé sur du produit haut de gamme en termes de prix. Donc ça va être plutôt soit des beaux concept stores, soit des chaînes d'hôtels, tu vois. Oui, mais il y a une clientèle pour ça, comme partout. Il y a une clientèle, Il y a une clientèle soit d'expatriés, soit d'hommes d'affaires africains qui passent d'un pays à un autre, soit d'une clientèle locale qui a les moyens. Mais il ne faut pas oublier, que sur le continent africain, si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, tu as quand même une classe moyenne qui existe, qui a les moyens, qui adore dépenser de l'argent dans des beaux vêtements, dans des belles chaussures. Et bien sûr, on a une clientèle. Nous, notre vraie problématique sur le continent africain, et là je parle du continent africain dans son ensemble, parce que le problème est aussi vrai au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire qu'au Maroc, c'est les questions de douane, de transport, de logistique, qui sont extrêmement compliquées, et qui fait que parfois ton produit, qui peut être vendu en France 85 €, va être vendu par exemple au Ghana, qui est pourtant ton produit de production, 100 €, parce qu'en fait, il y a des problématiques d'import de matières premières, etc., sur lesquelles on est taxé et parfois surtaxé, et qui rend compliqué la distribution localement. Et on n'a pas encore aujourd'hui trouvé le moyen de penser intelligemment la distribution pour répondre à cette problématique-là et pouvoir distribuer sereinement nos produits en se disant nos marges ne sont pas dégradées au point qu'on gagne plus d'argent. Oui, d'accord. Voilà. Ça paraît assez fou quand même. C'est un problème que je pense que si d'autres gens
regarde là ta chaîne et voient ce que je suis en train de dire et qui travaillent en Afrique, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire parce que c'est un problème qui n'est pas rencontré que par Panafrica. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des polémiques régulières sur l'appropriation culturelle? Tu penses que ça fait sens ou pas? Ou que c'est un patrimoine commun et qu'il n'y a pas de sujet là-dessus? Alors, j'ai tendance, moi, à pas trop prendre position sur ces sujets-là, parce que pour moi, ce sont des sujets politiques, et j'ai pas envie de rentrer dans des débats politiques. Moi, j'ai politique, une marque, oui et non, quand Isabelle Marant, par exemple, se fait retoquer parce qu'elle utilise un motif, justement. Oui, t'as eu beaucoup de marques qui ont eu ça. De marques, je parle d'elle, j'ai une salariée qui m'a dit il y a pas longtemps Cézanne qui avait connu des problématiques au Mexique, je crois, sur un shooting. Donc ça existe. Effectivement, quand tu es une marque, je pense que tu as un rôle à jouer et tu dois faire attention à ces questions-là. Nous, forcément, on travaille en plus en Afrique, c'est un sujet qui est parfois sensible. On y fait d'autant plus attention, j'ai envie de dire. Je pense qu'il faut faire attention, je pense qu'il faut travailler intelligemment. Encore une fois, faut bien se questionner. Pour moi, il faut bien se questionner. Pour moi, il n'y a pas d'appropriation culturelle quand tu penses les choses intelligemment. Quand tu as au sein de tes équipes des gens qui maîtrisent culturellement, qui connaissent un pays donné. Et là, je te parle pas que de l'Afrique, je parle du Mexique, l'Amérique latine, le Japon, ce que tu veux. Pour moi, l'appropriation culturelle, c'est venir dans un pays, dire « Ah, ce tissu-là, il est beau, on va le prendre, on va en faire des vêtements, mais on ne dit pas de qui ça vient. » Tu vois. Et pour moi, le problème, il est là. Je pense que Panafrica est très très loin de ce sujet-là, parce qu'en fait, comme tu le disais, on met énormément en avant nos partenaires, et limite, on met plus en avant nos partenaires que nous-mêmes à travers ce qu'on fait. Bien sûr. Tu vas sur notre site internet aujourd'hui, on dit qui sont nos partenaires, ce qu'ils font, on les met régulièrement en avant. C'est enraciné. On en parle énormément. Et en fait, pour moi, c'est justement de la co-construction. Et quand on a fait une collab avec Agnès B, et que c'est Esther qui a fait les tissus, dans la plaquette Agnès B qui parlait de Panafrica. Esther de ton équipe. On parlait d'Esther. Non, Esther qui est au Ghana et qui fait les toiles. Oui, pardon. Et donc on parlait d'Esther. Esther, elle a son petit atelier à tel endroit, elle était mise en avant. Et Esther, quand on l'a vue, je lui ai apporté. Elle est super fière. Donc ça, pour moi, si tu es dans cette démarche-là de mise en avant des partenaires avec qui tu travailles et de dire de rendre à César ce qui appartient à César. Personne peut te dire, c'est de l'appropriation culturelle. Par contre, quand tu arrives, effectivement, alors je connais pas spécifiquement l'histoire d'Isabelle Marant, mais j'en ai d'autres en tête, que tu viens, que tu prends un truc dans un pays que tu aimes bien, et que tu vas le revendre sur ton site, sans dire ce que c'est, ou pire, voir quelque chose que tu aimes bien, limité dans un autre pays. Ça a été le cas notamment j'ai en tête une histoire avec des vestes roumaines ancestrales qui ont été copiées. Ça, pour moi, ça pose vraiment problème. Et la question, effectivement, d'appropriation culturelle qui est flagrante. Et ça, je sais pas ce qui se passe en fait dans la tête des gens qui font ça. Tu vois, c'est quelque chose pour moi qui... c'est quelque chose pour moi qui de l'irrespect, peut-être qui est de l'irrespect, qui est pas bien pensé. Qui apporte rien à la marque, parce qu'au contraire, moi je trouve qu'en fait tu ne peux que vivre à travers et c'est vrai quand tu es chef d'entreprise. En fait, moi, chef d'entreprise, j'ai des idées, mais derrière les idées, elles sont mises en exécution par des équipes, par des gens qui ont du talent, parfois plus de talent que moi dans certains domaines dans lesquels je suis pas le meilleur. Moi, je suis là pour orchestrer. Et c'est vrai qu'en d'une manière créative, en fait, la marque, elle s'inspire, elle prend des idées aux uns et aux autres, mais elle met en avant ces gens-là, comme toi, tu mets en avant tes équipes quand il y a quelque chose, et c'est une réussite collective. Et moi, je pense que quand tu penses collective, ça ne me viendrait pas à l'idée demain d'aller copier du wax et de dire c'est un tissu africain. Enfin, ça ne me viendrait pas à l'idée, quoi. Vraiment, c'est quelque chose qui, en plus, est complètement à l'opposé de notre marque, donc... Ça fait plus de 10 ans maintenant que vous sillonnez l'Afrique avec Hugues. Comment tu vois l'Afrique changer, et en particulier du point de vue de la réaction par rapport à nous, occidentaux, européens, qui envoyons nos vêtements. J'imagine que tu as vu sur le front de Hugo Clément, qui nous a tous traumatisés, même si on l'avait déjà vu. Moi, j'avais déjà vu des marchés au Sénégal, à Saint-Louis, de vêtements. Écoute, mon regard sur l'Afrique, moi, c'est un regard qui est extrêmement bienveillant, un regard très optimiste, un regard vraiment parfois surpris par ce qui fait sa richesse, en fait. Moi, je vois, en Afrique, on bosse hyper facilement avec des gens talentueux.
On a mis des projets en place, franchement, qui étaient durs à monter, qu'on n'aurait jamais pu monter en France. Il y a un esprit entrepreneurial que j'ai jamais vu ailleurs. Et là, je te parle, je reviens du Ghana. Ouais. Tu as une dynamique entrepreneuriale, de gens avec qui tu travailles, qui ont toujours des idées, qui t'en donnent, etc. Et vraiment, je suis chaque jour surpris, en fait, par ça. Après, c'est un continent, moi, je te parle de la partie que je connais. Je connais quand même pas mal de pays qui est en plein dynamisme. Donc, tu as un boom économique dans plein de pays où tu vois, entre il y a 6 ans et aujourd'hui, la différence, voilà, je sais pas, même à Casablanca au Maroc, à Abidjan, ce qui se construit, les immeubles, voilà, vraiment un dynamisme économique que tu ressens, une énergie entrepreneuriale que tu ressens. Et du coup, moi, c'est ça mon regard. Et en fait, tu le vois évoluer, en fait. Parce que, tu sais que je le ressens aussi d'ici. Moi, quand j'accompagne des entrepreneurs, j'en vois de plus en plus qui me disent, ceux qui ont des origines africaines, pas forcément nés en Afrique, hein, d'ailleurs, ou plusieurs générations, qui me disent, mais moi, j'ai envie de renouer avec mes racines et puis d'aller entreprendre là-bas parce que la vie est moins violente, moins irritante, etc. Et que c'est plus facile d'entreprendre aussi. Je vois beaucoup de gens qui chacun, tu vas demain en Côte d'Ivoire, chacun a son boulot, mais un petit business à côté. Il y a vraiment des idées, il y a plein de choses à faire. Et c'est un territoire d'opportunité, en fait. Et quand tu es entrepreneur comme moi, forcément, quand tu es là-bas, tu n'es pas insensible à ça. Ça te parle, tu vois. Des idées que tu peux avoir sur demain, de la construction d'usines, un peu 3.0, plus écologique et tout. Enfin, il y a plein de choses qui se font. C'est très réjouissant d'entendre ça. Et c'est vrai que, du coup, mon regard, j'ai envie de dire, j'ai un regard sur l'Afrique qui forcément est un peu éveillé parce que je connais assez bien. J'y suis régulièrement, donc j'ai pas ce regard-là du Français qui regarde l'Afrique de loin ou du touriste qui a passé 2 semaines au Sénégal et voilà, donc on connaît des gens, on a pas mal de partenaires, on connaît des entrepreneurs sur place, des gens qui font de la finance et on voit que ça bouge, on voit qu'il y a des choses qui changent et ça c'est vraiment cool. Parmi les valeurs de Pas d'Africa, il y a l'éco-conception. Moi, tu es un des premiers à me parler d'éco-conception responsable. Je me souviens, il y a déjà 4 ou 5 ans, ça m'avait déjà bien épaté. Est-ce que tu peux expliquer cette démarche, comment vous allez toujours un peu plus loin, comment ça vous est venu au début et comment vous repoussez toujours un peu plus loin le concept? Qu'est-ce que c'est l'éco-conception responsable? L'éco-conception, en fait, c'est penser un produit dès le démarrage. Pour te dire, ce produit-là, je veux pas qu'il finisse comme un déchet. Enfin, que ça soit pas un déchet. Tu me parlais des déchets sur les plages du Ghana, et que moi, je vis tous les jours en étant en Afrique sur les plages. Tu vois les vêtements qui traînent et tout, tu les vois concrètement, et donc tu peux pas être insensible à ça. C'est te dire comment je crée un produit au début, dès le démarrage, pour que ce produit-là, il soit plus facilement recyclable, pour qu'il soit plus facilement... que je puisse plus facilement le modifier pour le revendre sur un circuit de seconde main, etc. etc. Donc c'est sous cette réflexion-là qui est assez complexe, parce que, surtout sur la partie basket, parce qu'en fait, c'est une paire de chaussures, c'est beaucoup de matériaux différents, et que si tu penses dès le début ta paire de basket pour qu'elle puisse être recyclée, des matériaux collés en plus. Ouais, t'as des matériaux collés, justement. T'as des matériaux collés, t'as des matériaux métalliques. Donc, je te prends un exemple très concret. Nous, on a créé, à travers Arusha, qu'on a lancé il y a maintenant 2 ans. Votre basket qui est notre première basket, qui est la première basket consignée et recyclable. C'est l'éco-conception. Ça a été concrètement pas de matière métallique sur la paire de basket. C'est-à-dire que la matière métallique qui est un œillet, comme tu as sur celle-là par exemple, les œillets comme ça, c'est la collab voilà, c'est une collab avec Patogas, les œillets métalliques en fait se recyclent pas. Donc tu as beaucoup plus de mal, moins tu as de matériaux sur ta paire de basket, plus c'est facile à recycler. Moins tu as de colle, plus c'est facile. Moins tu as de matière métallique, plus c'est facile. Aujourd'hui on est capable, nous, sur une paire d'Arusha, de séparer la semelle de la tige. Donc la tige, c'est le dessus de la chaussure et la semelle, le dessous. Jusque-là, tu me suis. De la semelle de la recycler d'un côté, la tige de l'autre, et d'en faire 2 matières distinctes. 2 matières qu'on va pouvoir réutiliser dans la confection de nos nouveaux produits. Ah oui, d'accord. Donc là, on est déjà à l'étape 2. Arusha, on en a collecté.
La matière première de la semelle, elle est broyée, elle est collectée. On la mélange avec 40% de caoutchouc recyclé. Et on en fait une nouvelle matière. Et on a une paire de chaussures aujourd'hui sur notre site internet qui s'appelle Kasai, qui est vendue, qui a sa semelle à partir de nos anciennes semelles recyclées. Voilà. Et c'était vraiment l'idée, nous, à travers Panafrica, de se dire, ok, on crée un projet qui a du sens, on crée un projet qui est engagé, mais comment est-ce que, en grandissant, on peut éviter, parce qu'il y a toujours ce dilemme-là, hein, tu es une marque, tu dois faire vivre des gens, tu as des équipes, moi-même je dois quand même sortir un salaire pour pouvoir créer et développer des business qui ont du sens. Voilà. Et du coup, il faut grandir. Sauf que si tu grandis et qu'en même temps, tu perds complètement la maîtrise de ce qui faisait sens au départ, et que tu pousses les gens à consommer, surconsommer et reconsommer parce que sinon tu vis plus, il y a un problème. Et nous on s'est dit ok, comment est-ce qu'on peut dire aux gens acheter Panafrica, mais qu'en grandissant on n'est pas obligé de produire toujours des nouvelles matières. Et en fait c'est en utilisant les matières qu'on a déjà réutilisées, qu'on les réutilise dans nos nouveaux produits, qu'on peut être sur un cycle un peu plus vertueux, sachant que, encore une fois, le cycle le plus vertueux possible, c'est d'avoir un vêtement qui dure, de le garder le plus longtemps que tu gardes pendant 20 ans, pour d'avoir 25. Et que tu gardes une vie, et que du coup, tu crées pas de nouvelles matières, voilà, ça c'est le cycle le meilleur, ou d'utiliser ta paire de chaussures. Nous on a un second cycle qui est cette paire de chaussures, plutôt que de la recycler, en fait on peut la reconditionner. Et on travaille avec Zero Waste Shoes, qui fait des choses très bien, qui reconditionne des paires de chaussures, comme typiquement celle-ci. Si elle n'est pas déchirée, j'en ai marre de la porter, ou je sens qu'elle s'abîme, ou voilà, je la renvoie, on va la désinfecter, changer la semelle intérieure, changer les lacets, remettre un œillet s'il y a un œillet de cassé, etc. Et la mettre sur un circuit de seconde main pour de la vente de seconde main, ou nous on fait beaucoup de dons à des associations par exemple, à ce niveau-là, de produits un peu de seconde main qu'on ne pourrait pas vendre au prix normal, qui ont été reconditionnés et qui vont partir... J'imagine que vos clients sont ultra sensibles, ils jouent le jeu, ils renvoient leur paire de chaussures? Au début, non. C'est pour ça qu'on a créé la consigne. Au début, quand on a mis en place ça, c'était assez compliqué, parce qu'un client, en fait, tu lui dis, ta paire de chaussures, plutôt que de la acheter ou de la laisser dans mon placard, renvoie-la nous. Donc tu as l'effort de... je dois aller au bureau de poste, imprimer mon bordereau d'envoi, payer mon expédition... etc. Tout ça pour la planète. Bon, en fait, les gens, ils sont prêts à s'engager tant que, tu vois, ils s'embêtent pas trop. Donc, quand on a créé Arusha, on s'est dit, ce qu'on fait jusqu'à présent, on avait eu, 20 paires de chaussures envoyées, donc ce qui était rien par rapport à ce qu'on vend. On s'est dit, mettons en place la consigne, faisons un peu ce que faisait à l'époque. Enfin, moi, ma mère, elle a toujours dit, quand on était jeunes, nos bouteilles de lait, on les rapportait, on remplissait le lait, etc. J'ai dit, tiens, c'est pas bête, appliquons-le à la mode. Et du coup, on l'a fait sur Arusha. Les mères sont souvent de bons conseils, hein, t'as vu? Et ouais, parfois t'as des idées, tu les tiens de partout. Pas toujours, mais parfois. Pas toujours, Mais en tout cas, on s'est dit oui, c'est une bonne idée, appliquons la consigne, voyons si ça a un effet. Effectivement, ça a un effet, parce qu'en fait, du coup, la consigne permet d'avoir, j'aime pas dire ça, mais c'est un peu une carotte. Ton consommateur, tu lui dis ta paire, tu la payes 130 €, sur les 130, t'en as 10. C'est une consigne que tu récupéreras si tu nous renvoies ta paire de baskets. Donc, vous êtes où? Vous avez essentiellement sur Internet, donc vous avez pas mal de points de distribution essentiellement sur Internet, on a quelques points de distribution. Alors, on nous la renvoie à Paris. Les gens qui habitent à Paris nous la déposent directement à nos locaux. Les gens qui sont à Marseille ou à Toulouse ou à Lille, pour pas faire de jaloux, ont un bordereau à imprimer et nous on paye les frais de transport. Donc tu n'as juste plus le seul élément que tu as à faire, c'est aller déposer ta paire dans un point relais pour qu'on puisse la recevoir. Et ensuite nous on s'occupe de la fin de vie. Et là on est en train de mettre en place quelque chose sur notre site internet pour que ça soit encore plus simple et que tout se fasse automatiquement sans avoir à contacter notre service client. C'est génial. Comment vous mesurez l'impact? J'imagine que c'est important pour toi de mesurer l'impact de C'est important. Jusqu'à présent, je t'avoue que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop fait. Je pense qu'on sera amené à faire. On reste une petite équipe. On a beaucoup forcément de sujets à gérer. Rien que Arusha, la consigne, process de fin de vie, tout ça, ce sont des sujets à part entière. Et le prochain sujet, c'est marrant que tu me dises ça, il y a quelqu'un qui m'a appelé l'autre jour pour justement calculer l'empreinte carbone. C'est des choses qu'il faut qu'on fasse et qu'on va être amené à faire dans des chantiers qui sont... Ça va compter pour vous ou c'est... Tu vois, est-ce que vous avez une ambition d'être entreprise à impact ou B Corp dans lesquels ces critères sont importants ou c'est pas spécialement ça le sujet?
Ça me fait un peu rire ces questions-là. On est d'accord. En fait, moi, les va. questions de labellisation, de B Corp, de trucs, d'entreprise à mission, c'est du bullshit. Pour moi, On a bien compris une que chez vraie toi, la entreprise- mission, elle était Non, mais au pour cœur. moi, en fait, la mission, ce que tu fais, c'est le concret. Tu vois, moi, ça me fait rire. Je vais pas te donner d'exemple parce que j'aime pas dire lui, il fait bien, lui, il fait pas bien. Mais quand je vois certaines entreprises surcommuniquer sur on est une entreprise à mission, bravo, tu vois les équipes qui sont tous en train d'applaudir et c'est génial, et que derrière, tu sais concrètement ce qu'ils font, Oui. où est-ce qu'ils le font, comment ils le font, et qui se cachent derrière des contrats avec leurs sous-traitants, disant qu'ils n'ont pas le droit de sous-traiter, mais que derrière, ils vont rien vérifier. En fait, j'ai envie de dire, moi, Panafrica, c'est pas mon ambition. Ouais, Moi, je me cache derrière rien. Mes contrats avec mes sous-traitants, ils sont sur mon site internet, ils sont téléchargeables, tu as la liste de tous nos sous-traitants. On est une fois tous les 2 mois sur place, Ouais. on met en avant les gens, on fait des vidéos dans nos usines, on peut envoyer demain, tu veux venir avec moi au Ghana pour voir si ce que je dis c'est vrai, tu viens avec moi, on t'ouvrira les portes de toutes nos usines. Ouais. Moi, j'irais bien Et au en Ghana, fait- peut-être pas forcément pour vérifier, Non, mais parce que je crois que c'est Ce que je magnifique. veux dire le qu'en Ghana. tout cas, Ouais. c'est quelque chose qui pour moi, Ouais, bien sûr. en fait, vaut bien plus qu'une labellisation, qu'un B Corp, que je ne sais quoi. C'est bien quand c'est des usines, des entreprises qui font ça, mais qui ont réellement des impacts derrière, et et j'en Oui. connais, et Donc, qui c'est le pas du font, bullshit et que c'est marketing, comme on dit. un truc en plus pour eux, pour grandir, pour Mhm. s'internationaliser, parce que ça peut être important. Mais parfois, j'en vois d'autres, t'as l'impression que c'est... Voilà, on fait ça, mais du coup, ça nous permet de passer un peu à côté d'autres sujets, mais qui sont pour moi les sujets importants. Et je te dis, avec d'autant plus de conviction, qu'on a travaillé avec beaucoup de grandes entreprises pour des collabs, Mhm. pour des discussions autour de collabs à venir, qui parfois se cachent un peu derrière ça, et quand ils viennent nous voir, ils veulent nous faire signer des trucs, on a non mais en Vous êtes fait, une vous caution. inquiétez pas, nous on n'a pas envie d'être la caution, nous on Ouais. fait les trucs bien, on n'a pas besoin que notre sous-traitant signe un contrat de 50 pages avec nous, disant qu'il n'y a pas de travail des enfants. En fait, nous on est dans une relation, on construit des relations depuis 7 ans avec nos partenaires qu'on n'appelle jamais sous-traitants. Et en fait, on sait ce qu'ils font, on sait qui bossent, on connaît les prénoms des gens dans les usines, et c'est assez Bien différent. sûr. Ouais, c'est Et en fait, là, tu as différent, deux ouais. mondes qui se parlent, mais qui parlent pas du tout le même langage. Exactement, exactement. Voilà. On parle de WeJump. Ouais. Alors, qu'est-ce que Volontiers. c'est cette initiative? Pourquoi? Comment t'es venue l'idée? WeJump, l'idée était toute simple. C'est votre incubateur de jeunes marques, c'est Ouais, ça en fait, ça va être. Alors, Ou un c'est accélérateur, encore je sais pas ce qu'il faut under dire. construction. Ok, En gros, c'est un accélérateur de développement pour marques engagées et pour entrepreneurs à impact. Donc, le dénominateur commun, c'est l'impact. d'accord. C'est de se dire comment est-ce que on peut aider, soutenir des entreprises à impact, des bonnes initiatives, et de les faire grandir. Donc, c'est à la fois de la formation pour entrepreneurs. Donc là, je te parle vraiment d'entrepreneurs au stade zéro de l'entrepreneuriat. D'accord. On Le a des 101 marques, de l'entrepreneur. ouais, on a des marques qui vont lancer, là, on en a plusieurs qui vont lancer peux dans en 3 parler mois, ou- 4 mois. Ouais, je Ouais, peux en c'est parler. On a une marque, tu vois, No Gender, Ouais. qui va se lancer sur Ulule en précommande. Donc nous, on fait beaucoup, notamment de formation pour bien se lancer sur de la précommande, parce Oui. que moi, je crois beaucoup à la précommande, Mhm. notamment. Ouais, le crowdfunding, en- c'est votre notre truc. c'est votre truc. On en a fait 2 campagnes, ça nous a permis de nous lancer, ça nous De a faire permis de connaître. lancer Arusha. Demain, on va lancer Prêt-à-porter sur Ulule, Oui, sûrement. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui nous parle, et moi, je trouve que c'est hyper bien. C'est un très bon test Ça- de marché pour commencer. C'est un bon test de marché, Première acquisition permet de clients. nouveaux. communiquer gratuitement. Ça te permet effectivement de tester ton marché. Ça te permet aussi de pas surproduire. Oui. Et donc d'être dans une démarche quand même à la fois business intéressante, parce qu'en fait, tu as déjà les tailles, les demandes, de savoir que le bleu marche mieux que le vert, que le Exactement. rouge, Un peu de t'as, trésor pour les partir. tailles, et ça te permet effectivement au business d'avoir ta trésor à Mhm. reproduire. Donc c'est génial. Donc moi, je pousse tous Et les les gens sont très entrepreneurs qui se habitués lancent à faire maintenant ça. d'ailleurs à attendre que le produit soit fabriqué, manufacturé. Ouais. Ils peuvent attendre 3 mois, Maintenant, 6 mois, c'est plus le un problème. consommateur, il est plutôt habitué. Si Ouais. tu lui expliques bien, Mhm. ça se fait assez naturellement. Donc, Et il y a des Donc, entreprises on a- africaines aussi, des startups africaines dans votre incubateur? on a des startups. Notre but, c'est d'accompagner certaines startups africaines qui veulent se lancer sur le marché européen à travers des phases de crowdfunding. On n'en a pas encore, mais on est en discussion avec certaines. Ok, ok. On a des marques, par contre, Sarah, là, qui a lancé Naka il y a peu de temps, elle se définit elle-même afro-bretonne. Donc, elle a des origines camerounaises et bretonnes. Elle a fait une parka colorée et engagée qu'on a soutenue sur Ulule, et on lui a monté toute cette phase de
financement participatif. Elle a d'ailleurs brillé sur Ulule en vendant plus de 200 ou 300 par cas, je crois. Donc elle, ça lui fait vraiment une belle rampe de lancement pour sa marque, alors qu'elle partait de rien. Donc voilà, on a plusieurs marques. On a une marque qui s'appelle Quash, qui va se lancer sur Ulule, je crois début mai, qui est du nettoyant écologique pour justement basket, et voilà, dans la question de ce qu'on parlait d'éco-conception, de comment je prends soin de mon produit, ils sont tout à fait là-dedans et ils vont se lancer sur Ulule. Donc c'est des gens à qui on donne des bons conseils, et en fait le point de départ, c'était qu'on était contacté par énormément d'entrepreneurs qui venaient nous voir en disant putain, comment vous avez fait pour réussir, quels conseils vous avez à nous donner. On donnait 2-3 conseils autour d'une table, mais à un moment donné on s'est dit en fait c'est con, il faudrait pouvoir ces entrepreneurs-là les accompagner, les prendre par la main, leur dire tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça, bien les former et avoir une relation quotidienne avec eux pour qu'ils puissent faire les meilleures campagnes de crowdfunding qui soient et qu'ils puissent se lancer. Et du coup on s'est dit montons vraiment quelque chose qui soit un institut de formation, qui forme bien. Ah oui, ça se prend là, d'accord. Donc on a tout vraiment seul, mis tout en place. Alors Hugues et moi, là on est en train de lever des fonds pour WeJump pour vraiment donner de l'ampleur à ce qu'on fait, pour monter une vraie équipe, et puis voilà, nous quand on fait les choses on a quand même un peu d'ambition, donc le but c'est pas juste Hugues et moi de distiller des conseils à quelques entrepreneurs, mais c'est demain c'est une vraie université. En année 1 à former une centaine d'entrepreneurs au crowdfunding sur différents sujets, et d'ici à 3 ans en former 500 à 1000 par an, je pense. T'as pas peur qu'il y ait un peu trop de marques qui soient mises sur le marché comme ça? Au moins tu te dis que ce sera des marques sérieuses. Non, mais en fait, le crowdfunding aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'il n'y a plus un entrepreneur qui se lance sans se dire tiens, il y a peut-être le crowdfunding pour se lancer, c'est plus intéressant. Pas que des marques, d'ailleurs, nous on accompagne aussi. Oui, il y a toutes sortes de projets en crowdfunding, bien sûr. On a une marketplace, là, tu vois, de produits aussi, cosmétiques et bio, tu as des médias, des BD, des gens qui ont des idées, même des associations. Donc il y a plein de choses. C'est vrai que nous, moi, je suis très focus marque. Et je pense qu'on a une plus-value en plus sur les marques parce qu'on est une marque. Mais demain, ça peut être différents types de projets. On a eu la chance de bien connaître Ulule, du coup, de tout de suite monter un partenariat avec eux pour que ils nous parlent de certaines marques, nous on leur envoie des marques, etc. Et du coup, on a quelque chose d'intelligent, je trouve, qui est en train de se monter et qui nous permet de donner vie à des beaux projets. Voilà. Pour conclure, Vulfran, qu'est-ce qui te rend optimiste en fait? Qu'est-ce qui te met la joie au cœur en termes de solutions? Qu'est-ce que tu vois qui te donne envie de croire en un futur positif? Ce que je vois, je pense que tu le vois aussi, c'est tous les jours de voir qu'il y a des nouvelles initiatives, des nouvelles marques qui émergent, avec toujours des idées toujours plus avancées. Moi, je rencontrais l'autre jour des gens, tu vois, qui étaient en train de recycler du marc de café. T'as des idées comme ça, auxquelles on n'aurait pas pensé, et nous qui étaient vraiment inconnus il y a 5-6 ans, qu'on voit émerger avec des entrepreneurs, je trouve qu'ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus engagés. Qui poussent le bouchon de plus en plus loin. Voilà, qui poussent le bouchon de plus en plus loin. Quand tu sens que c'est authentique, que c'est vraiment des gens qui ont envie de se bouger, tu te dis, en fait, on est en train... et nous, on est au démarrage de ça, mais on voit qu'il y a une génération entière qui est en train de se mobiliser pour faire bouger les choses écologiquement, socialement, et que c'est pas pour le coup du bullshit, c'est vraiment des gens qui ont des convictions ancrées, qui ont vraiment un humanisme, une envie de bien faire, et ça c'est la première raison, je pense, d'être optimiste. Et la deuxième raison, je pense que c'est tous ces gens-là, ils savent que pour parvenir à quelque chose et pour atteindre tes objectifs, tu n'iras pas tout seul. Et du coup, moi je trouve que ça, et on est un des meilleurs exemples à travers Panafrica, c'est de se dire on n'y arrivera pas tout seul. Connectons-nous les uns les autres pour essayer de changer le monde tous ensemble, parce que en fait une initiative dans son coin toute seule, elle n'est rien, alors qu'accompagnée de plein d'autres entrepreneurs qui font des choses, et nous on l'a vécu à travers Panafrica, je te parlais de la consigne avec d'autres marques, comme Opal, comme Atelier 1, comme 1083, qui ont écrit des choses avec nous, qui ont poussé ces sujets-là, en fait, on a une résonance qui est d'autant plus forte, et ça donne envie d'espérer. C'est génial, merci beaucoup pour ce mot de la fin qui est vraiment hyper positif, joyeux, j'adore. Merci beaucoup Vulfran, vraiment. Merci, et puis merci de nous avoir écoutés. Bien sûr, merci de nous avoir écoutés. À vendredi prochain, si vous avez aimé, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche
pour nous suivre, de liker, de commenter, de partager, bien sûr, c'est normal. Poser des questions. De poser des questions et de commenter, oui. Merci beaucoup à Rodolphe Muller, merci à l'équipe de production Big Success et Top Talent, merci. Elle a fait Orlan qui est derrière la caméra, merci à Marine au montage, elle a fait Marine au montage, à l'autre Marine et à William à la production, merci à mes partenaires ADN Paris et By Charlot, merci à Coco pour son super maquillage et à la semaine prochaine, au revoir.